Bonjour tout le monde, merci au comité, donc à Mme Forget et au comité de coordination nationale pour l'organisation de cette journée-là et bien sûr pour l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui. Évidemment, c'est un honneur de partager l'estrade avec des panélistes aussi réputés et donc passer après ceux qui viennent de passer, donc c'est déjà voilà, c'est difficile. Alors encore une fois, attendez-vous à rien. Donc aujourd'hui, quelques précisions bien sûr, mais je vais essayer de défendre la raisonnabilité du compromis, plutôt que de parler de consensus Bouchard-Taylor. Moi, je préfère parler de compromis Bouchard-Taylor sur la limitation du droit de certains fonctionnaires, à catégorie très restreinte bien sûr, certains agents de l'État, de porter des signes religieux sur le lieu de travail alors qu'ils sont dans l'exercice de leur fonction. Et donc, il est important de préciser que bien sûr, là, le compromis Bouchard-Taylor ne vise absolument pas les enseignants et les enseignants. Alors, dans la démonstration que j'essaie de faire, de toute façon, je vais y revenir là, à contrario un petit peu plus tard dans la présentation. Bon, je suis désolé, hein, ça c'est le défaut des juristes. Parfois, on échappe du latin. J'ai même pas fait de cours de latin, donc à contrario, ça signifie simplement, je vais le prendre à l'inverse, l'argument. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit à contrario. Je suis vraiment désolé. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant avec le compromis Bouchard-Taylor, moi, j'ai commencé ma thèse en 2005, donc un an avant l'arrêt Multani. Et je me souviens que mon directeur à l'époque, quand je lui ai dit que je voulais travailler sur la liberté de religion, il me dit un truc comme « T'es certain? Il me semble que tout a été dit là-dessus. » Et donc, depuis, je me sens comme Al Pacino dans Le Parrain 3. J'essaie de m'en sortir et on m'y ramène perpétuellement. Alors, on espère qu'un jour, on va en sortir. Il me semble donc que le compromis Bouchard-Taylor est une bonne manière qui pourrait nous permettre, d'une part, d'incarner juridiquement le modèle interculturel à la québécoise, hein, si tant est qu'il existe, ce modèle-là, et si tant est qu'il est mitoyen entre le républicanisme à la française et le multiculturalisme à la canadienne. Mais donc, il faut que ça veuille dire quelque chose concrètement. Il me semble que le compromis Bouchard-Taylor est intéressant à ce point-là. Et également, faut garder en tête que toutes les positions dans le débat qui nous occupe, essentiellement, je pense qu'on s'entend tous sur une chose, c'est le principe de la séparation du religieux et de l'État, qui est un principe qui est déjà reconnu en droit québécois et en droit canadien par ailleurs, on va y revenir, mais de prime abord, là, qu'on parle de la Charte des valeurs, du compromis Bouchard-Taylor, ou même de la position du statu quo, la prémisse de base, là où on s'entend tous, c'est que l'État doit être séparé du religieux et que donc les décisions qui sont prises par les législateurs ou encore par des décideurs d'organismes publics et qui ont une portée contraignante sur la population, ben, ils doivent pas être prises sur la base de dogmes religieux. Maintenant, le reste, en fait, ce qui distingue, par exemple, le compromis Bouchard-Taylor du statu quo et même de la Charte des valeurs, c'est l'opérationnalisation du principe de séparation du religieux et de l'État. Comment on le fait atterrir concrètement? C'est ce principe-là sur lequel on s'entend tous, et là-dessus, on s'entend pas. Et donc, il y a deux éléments dont on parle beaucoup et donc qui vont structurer ma présentation d'aujourd'hui. D'une part, la portée du devoir de réserve des agents de l'État. Hein, donc, à qui est-ce que ça doit s'appliquer? Qu'est-ce que ça doit permettre ou encore ne pas permettre, etc. Toujours pour respecter cette idée du principe de séparation du religieux et de l'État. Et deuxièmement, la place de ces fameux symboles qualifiés de patrimoniaux. Hein. Que sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi? Etc. Là, quels sont les critères qui permettent de distinguer entre, par exemple, la prière du maire Jean Tremblay à Saguenay et un symbole qui aurait véritablement une valeur patrimoniale. Et là-dessus, bien sûr, il y a un vaste éventail de possibilités. Donc, ma présentation, pour être capable de vous convaincre, ben non pas de vous convaincre, là, mais d'être compréhensible, finalement. Donc, trois étapes. D'une part, je vais faire un résumé, bon, évidemment, Lucie l'a déjà fait là, un petit peu, mais un résumé très, très court de l'état actuel du droit québécois en ce qui concerne la neutralité religieuse de l'État, pour qu'on soit capable de savoir où nous emmènerait une position qui inclurait le compromis Bouchard-Taylor. Encore faut-il savoir d'où on part, finalement. Alors ça va être mon premier point, très, très rapide. Ensuite, de regarder quel serait l'impact de Bouchard-Taylor si tant est que ça passait à la moulinette du raisonnement propre aux chartes des droits et libertés. Hein, dans quelle mesure et comment quelles seraient les violations impliquées et donc quel serait le raisonnement en fait, parce qu'il va évidemment y avoir une contestation de constitutionnalité d'un projet qui inclurait le compromis Bouchard-Taylor. Alors, comment est-ce que ça pourrait être conciliable avec les principes juridiques qui mobilisent et qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre les chartes des droits, la québécoise comme la canadienne, et finalement, et c'est sans doute la portion la plus importante de ma présentation, quels sont les paramètres incontournables sans lesquels le compromis Bouchard-Taylor ne pourrait
tout simplement pas passer le test d'un régime pluraliste et donc encore moins des chartes canadiennes et québécoises. Là, à ce moment-là, généralement, je demande si ça va à tout le monde, mais j'ai réalisé avec le temps que c'est absolument rhétorique parce que j'ai pas de plan B. C'est vraiment pour être poli, j'espère que ça vous convient. Et donc, je vous amène à entrer dans le train qui est déjà parti à haute vitesse. Alors voilà. Donc, d'une part, deux choses, en fait. Sur la question du principe de séparation entre le religieux et l'État, il est important de rappeler que même si on ne le retrouve pas expressément mentionné dans la Charte québécoise et dans la Charte canadienne, il est faux de dire que ce n'est pas un principe qui a une valeur constitutionnelle au Québec et au Canada. Dès 1985, avec l'arrêt Beghem-Drugmart, la Cour en a fait la conséquence logique du respect de la liberté de conscience et de religion. Il y a eu un changement assez majeur entre l'avant et le après qui a été fait en 1985. Et donc, l'idée selon laquelle, pour respecter la liberté de conscience et de religion de tout un chacun, l'État doit être neutre à l'égard de toutes les religions et ne peut pas adopter des lois, ne peut pas prendre des décisions qui auraient pour effet, justement, de violer la liberté de conscience et de religion en imposant les vues d'un dogme en particulier. Beghem-Drugmart, pour la petite histoire, c'était une contestation qui concernait la loi défunte, loi sur l'observance du dimanche, qui avait été prise, qui avait été adoptée par le législateur fédéral, faut-il le rappeler, en vertu de sa compétence constitutionnelle en matière criminelle, qui à l'époque, avant 1985, permettait d'adopter des lois criminelles, des lois pénales, pour faire respecter des aspects du dogme religieux de la majorité, donc le christianisme. En 85, donc, la conséquence première de l'adoption de la Charte canadienne, c'est de dire, au Canada, il existe un principe constitutionnel qui est celui de la neutralité religieuse des institutions publiques, des législateurs, et donc, ça a ensuite été déployé dans plusieurs arrêts, jusqu'à l'arrêt MLQ contre Saguenay. Le principe de la séparation religieuse de l'État, qu'on appelle neutralité religieuse de l'État, dans l'état actuel des choses, il est axé sur l'interdiction de poser des actes qui ont une portée contraignante sur les justiciables, sur les citoyens, en fait. Alors, que ce soit par l'adoption d'une loi, par une décision ou quoi que ce soit, à partir du moment où on impose en tant qu'agent de l'État une décision en vertu d'un pouvoir discrétionnaire ou encore du pouvoir de légiférer, il est interdit de le faire pour des motifs religieux, en fait, pour respecter donc le droit de tout un chacun d'avoir des croyances ou de ne pas en avoir. Alors ça, essentiellement, c'est le cœur des règles qui régissent actuellement la neutralité religieuse de l'État au Québec et au Canada. Voilà, parce que c'est l'interprétation qu'on a faite donc de la Charte québécoise et de la canadienne sur cet enjeu-là, c'est exactement la même. Il faut également souligner le caractère très, très subjectif, deuxième point dont je voulais vous parler, des convictions religieuses qui sont protégées sur le territoire québécois et canadien actuellement, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est vraiment la subjectivité des individus qui se réclament de la liberté de conscience et de religion. Alors, on ne peut pas opposer à une personne, par exemple, le fait que le symbole qu'elle souhaite ou qu'il souhaite porter ne serait pas véritablement un symbole religieux parce qu'il ne serait pas, selon une étude théologique, par exemple, ne serait pas imposé par un dogme religieux en particulier. Juridiquement parlant, en droit canadien, ça n'a pas de pertinence. Ce qui compte pour qu'une pratique religieuse soit protégée, c'est que la personne croit sincèrement devoir soit porter un signe ou encore effectuer une pratique ou se livrer à un rite, etc., pour se conformer à sa conception de ses obligations religieuses. Alors, c'est une conception qui est très, très large du religieux et qui interdit donc la remise en cause sur la base de facteurs objectifs de certaines pratiques par rapport à d'autres. Il n'existe pas donc de manière, entre guillemets, raisonnable de vivre ces convictions religieuses. Ce qui compte, c'est vraiment la perception que se font les individus de leurs obligations religieuses. Alors ça, c'est l'état actuel du droit québécois et canadien. Maintenant, sur les deux enjeux principaux qui touchent la proposition Bouchard-Taylor, le compromis Bouchard-Taylor, le devoir de réserve des agents de l'État et les fameux symboles patrimoniaux et culturels, là, quel est l'état du droit sur cette question? Lucie l'a abordé rapidement, mais donc je vais y revenir de manière un peu plus détaillée, quitte à me faire reprendre par la suite. D'une part, sur les agents de l'État, le droit québécois et canadien reconnaît dans l'état actuel des choses qu'ils ont un devoir de réserve. Ça, c'est déjà dans le droit canadien des droits de la personne. 15 minutes. Est-ce que vous avez grossi vos chiffres ou est-ce que... Oui, très, très bon choix, voilà. Parce que j'allais remettre en question l'appréciation de la taille. Là, le 15 était vraiment gigantesque. Merci.
Donc, ils ont un devoir de réserve en matière religieuse dans l'état actuel des choses. Ce devoir de réserve-là, encore une fois, il répond aux principes généraux sur la neutralité religieuse de l'État. Donc, c'est axé sur les situations où les agents de l'État peuvent imposer des décisions, prendre encore des décisions qui ont une portée normative et donc qui ont une valeur contraignante sur l'ensemble de la population. Par exemple, un fonctionnaire, un agent de l'État ne pourrait pas refuser de donner un service, sauf exception, là, voilà, de donner un service à la population sur la base de ses convictions religieuses. C'est des décisions qui vont dans ce sens. À l'inverse, le devoir de... pas l'inverse, dans le même sens, pardon. Le devoir, c'est mon à contrario là, qui est venu me hanter. Le devoir de réserve des fonctionnaires leur interdit également, de manière générale, de faire preuve de prosélytisme actif sur le lieu de travail. Et c'est là où la distinction qui a été faite par Lucie est importante, c'est-à-dire que dans l'état actuel de la jurisprudence, il est clair que les tribunaux n'achètent pas l'argument selon lequel le port d'un signe religieux est l'équivalent d'un acte de prosélytisme. Et c'est sur cette base-là, donc, que le droit canadien permet largement aux fonctionnaires, sauf exclusion liée à des motifs concrets, la sécurité ou quoi que ce soit, de porter des signes religieux alors qu'ils sont sur le lieu de travail. C'est cette base-là, cette distinction-là entre le prosélytisme actif, parce que la définition, là, ça tourne toujours autour de faire preuve de zèle ardent pour recruter des adeptes ou pour tenter d'imposer ses idées. La Cour suprême n'achète pas l'amalgame entre le port d'un signe religieux et un acte de prosélytisme. Elle achète vraiment la thèse subjective en disant la raison pour laquelle les signes religieux sont portés, c'est parce que l'individu croit sincèrement devoir les porter pour respecter ses convictions religieuses. On ne va pas dans l'idée selon laquelle le port d'un signe religieux, par définition, a pour but de recruter des adeptes. Deuxième élément, donc, dans l'état actuel du droit, sur la question des symboles patrimoniaux. Est-ce qu'il existe actuellement en droit canadien une possibilité de conserver valablement la croix du Mont-Royal en haut du Mont-Royal, ou au contraire, est-ce que l'idée de neutralité religieuse de l'État implique, comme le sous-entendait à plusieurs reprises le maire Tremblay, excusez-moi, je reviens toujours sur le maire Tremblay, mais c'est parce que c'est très très récent dans l'histoire de la Cour suprême, alors ça m'a marqué profondément. Donc, est-ce que c'est vrai, en fait, qu'il va falloir tout enlever les symboles religieux pour respecter le principe de neutralité religieuse de l'État à la québécoise, à la canadienne? La réponse est non, et ça a été confirmé expressément dans l'arrêt MLQ contre Saguenay, que le principe de neutralité religieuse de l'État n'implique pas que tous les symboles, parce qu'ils ont une origine religieuse, doivent être retirés des édifices publics ou encore des espaces publics. Autrement formulé, il est possible de respecter la neutralité religieuse de l'État pour certains symboles qui, au fil du temps, ont plus de leur valeur religieuse, parce que de dire qu'un crucifix, c'est pas un crucifix, je veux dire, ça fait pas de sens. Ou de dire qu'un crucifix, ça n'a pas de valeur religieuse, ça ne fait pas de sens non plus. Mais qu'un crucifix peut avoir au cours du temps acquis une valeur également historique, culturelle, supplémentaire, qui pourrait justifier son maintien dans l'espace public, ça c'est reconnu expressément comme une possibilité par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt MLQ contre Saguenay. Maintenant, le grand problème, c'est la grande diversité des symboles religieux et l'impossibilité pour la Cour, c'est pas ce qu'on lui demandait, de déterminer qu'est-ce qui est un symbole patrimonial et qu'est-ce qui n'est pas un symbole patrimonial. On est devant un flou complet pour l'existence de critères permettant de distinguer entre les différents types de symboles qui ornent encore nos édifices publics, mais c'est une possibilité, donc. Ce qui m'amène maintenant au changement qui serait apporté par l'incorporation dans une loi québécoise du compromis Bouchard-Taylor, qui, faut-il le rappeler, interdirait le port des symboles religieux à une catégorie très restreinte de fonctionnaires, qui sont les fonctionnaires en situation d'exercer la contrainte étatique, la coercition étatique, donc les juges, les gardiens de prison, les procureurs de la couronne, que sais-je encore. Évidemment, je vais faire l'impasse, parce que ça fait mon affaire, sur tous les arguments qui pourraient être soulevés, notamment sur l'indépendance judiciaire de la magistrature, parce que ça, c'est une question, évidemment, à laquelle il faudrait répondre, c'est-à-dire, est-ce qu'il est même possible d'adopter une loi comme celle-là pour la magistrature, en fait? C'est une question qui est assez épineuse, et donc, moi, à prima facie, encore du latin, à première vue, donc, il me semble qu'il y aurait une violation de l'idée de neutralité de l'indépendance judiciaire, mais bon, enfin, il y aurait différentes manières de procéder, là, c'est pas ça qui nous intéresse, OK? Voilà. J'ai fait comme Astérix et les 12 travaux d'Astérix, ce n'est pas un sanglier, là. Alors voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que vous avez été convaincus. Donc, qu'est-ce qui changerait avec Bouchard-Taylor? Ben, nécessairement, quand on part de la prémisse de base, ben, c'est qu'on restreindrait les droits fondamentaux, merci, des membres des minorités religieuses, en fait, très très clairement.
Ça, ce serait une violation. Le changement qui viendrait avec le fait, comme dans l'état actuel des choses, le droit québécois et le droit canadien reconnaît largement le droit de tous les agents de l'État de porter des signes religieux sur le lieu de travail. À partir du moment où on interdit le port de signes religieux sur le lieu de travail, même à une catégorie très restreinte de fonctionnaires, bien, nécessairement, il y a une violation des droits fondamentaux de ceux et celles qui souhaitent en porter, qui croient sincèrement devoir en porter. Ça va de soi. Cette violation-là, il y a deux fondements possibles. Et là, si on inclut les enseignants, il y en a 14 autres qui vont se rajouter, mais on n'entrera pas là. Vous me poserez des questions. Donc, les deux fondements possibles, c'est la liberté de conscience et de religion, bien sûr, et le droit à l'égalité. Parce qu'une interdiction du droit des agents de l'État de porter des signes religieux, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'effet qui désavantage majoritairement les groupes minoritaires sur le territoire québécois. Ça, c'est un non-sens, en fait. Ça, il faut partir de cette prémisse-là. Nécessairement, il y a un impact plus grand pour les membres des minorités religieuses qui croient sincèrement devoir porter des symboles religieux. Parce que, n'en déplaise à plusieurs, là, les membres de l'écrasante majorité de la population du Québec et des pays occidentaux en général, soit des athées, des chrétiens ou des agnostiques, ils ne portent pas de symboles religieux. On a beau reprendre ad nauseam l'argument qui avait été avancé dans la commission Stasi disant qu'il n'y a pas de discrimination dans une loi qui interdit le port de symboles religieux parce que ça vise toutes les religions, et l'on donne des exemples, le hijab musulman, la kippa juive, et les chrétiens qui portent de grandes croix. Il faut arrêter avec les chrétiens qui portent de grandes croix, sérieusement. Il faut m'en montrer, ou de manière plus qu'anecdotique, là, à un certain moment, il faut reconnaître le fait qu'il y a un désavantage plus grand sur un groupe et qui s'avère être le groupe minoritaire. Alors, sur l'étape de la violation des droits fondamentaux, nécessairement, il y en a une. Maintenant, le cœur du débat, c'est sur la justification de l'atteinte aux droits fondamentaux dans une loi qui incorporerait le compromis Bouchard-Taylor. Dans quelle mesure est-ce que l'État pourrait présenter des arguments suffisamment sérieux pour convaincre la Cour, en fait, qu'il s'agit d'une violation qui se justifie dans une société libre et démocratique. Et là, évidemment, je n'entrerai pas dans les 4 étapes du test de l'arrêt Oakes, mais je vais passer à la dernière étape de mon exposé, cependant, si vous me le permettez. Encore une fois, une question purement rhétorique, je vais me le permettre. Et donc, je vais poser les conditions incontournables, fondamentales, qui devraient accompagner un projet de loi comme celui-là pour qu'il puisse avoir des chances de passer le test des chartes, passer le test des tribunaux. Alors, je les résume. D'une part, on ne doit pas parler de catho-laïcité. Évidemment, je vais développer ma pensée par la suite. Donc, 3 conditions incontournables. Pas de catho-laïcité. Seuls les fonctionnaires qui portent des uniformes peuvent être valablement visés. Et finalement, il doit y avoir nécessairement un avant et un après projet de loi pour qu'on puisse avoir des chances, même au sens de la légitimité politique, de faire passer un projet comme celui-là dans une société pluraliste. Alors, sur le premier élément, pas de catho-laïcité, un projet comme celui-là n'aura, à mon sens, aucune chance de succès si tant est qu'on le limite au droit de porter des symboles visibles, en fait. Nécessairement, pour qu'on puisse parler d'un projet de loi qui vise effectivement à opérationnaliser la séparation du religieux et de l'État, il doit y avoir une approche horizontale qui vise toutes les religions et donc tous les symboles et les signes religieux. Donc, de faire une distinction entre les visibles et les peu visibles, comme ça avait été le cas dans la Charte des valeurs, on permettait ceux qui étaient portés par la majorité et on interdisait uniquement ceux des minorités. Ça ne donne aucune chance à un projet de loi qui se fonde officiellement sur une idée de la laïcité, de passer le test des tribunaux et même de la légitimité politique. Alors, se rajoute à ça le fait que pour les fonctionnaires, parce que l'objectif évidemment est d'opérationnaliser la séparation du religieux et de l'État pour que ça puisse passer le test, c'est l'objectif. Donc, on ne peut pas limiter ça uniquement à ce que les agents de l'État visés portent. Nécessairement, il faut élargir également au lieu où ces agents-là effectuent leur travail, en fait. Alors, la question des crucifix, des fêtes de Noël pour les postes de police ou quoi que ce soit, nécessairement, ça devrait passer à la trappe aussi, si on veut avoir une approche qui est véritablement horizontale et qui touche toutes les religions. Sans quoi, on s'enfonce dans cette approche discriminatoire-là et on vise presque uniquement les symboles des groupes minoritaires sur le territoire québécois. Donc, premier critère fondamental, il ne doit pas s'agir d'un projet catho-laïque, mais bien un projet qui met de l'avant une conception, inclusive et horizontale de la laïcité, de la séparation du religieux et de l'État.
Deuxième élément, et c'est là où ça va me permettre de traiter du cas des enseignants, en fait, seuls les fonctionnaires qui portent des uniformes peuvent valablement être visés. Et donc, encore une fois, là vous connaissez l'expression, alors je peux la réutiliser, à contrario, l'exemple des enseignants nous démontre le caractère impraticable d'une interdiction des symboles religieux, si tant est que ça ne vise pas un corps, pas un corps policier, mais un corps de fonctionnaires qui portent un uniforme. Pourquoi? Il y a un argument, il y a un impensé du débat, et c'est le droit à la vie privée. L'employeur, quand on parle du dénombrement, par exemple, des enseignants qui portent des symboles religieux, ce qu'on oublie, en fait, c'est le très très large éventail de signes religieux qu'une personne peut porter, en fait. Ça va de la barbe à certaines coupes de cheveux, à des pendentifs, etc., etc. Et donc, le simple fait que pour même répertorier le nombre d'individus dans la fonction publique, quand il n'y a pas d'uniforme en cause qui porte des symboles religieux, ça implique nécessairement, à la fin de la journée, pour parler comme Michel Bergeron, que l'institution, l'employeur, demande aux individus s'ils portent ce symbole religieux-là pour des motifs, ce symbole XY-là, pour des motifs religieux. Et ça, c'est une intrusion claire dans le droit à la vie privée. L'idée très cliché selon laquelle il est facile, évident et toujours même possible d'identifier des signes religieux, elle ne tient tout simplement pas la route et fait en sorte qu'une interdiction qui s'élargirait aux enseignants ou, à moins que je me plante, ça fait longtemps que je suis pas allé dans une école secondaire, mais il n'y a pas de code vestimentaire vraiment fixe ou quoi que ce soit, bien, nécessairement, ça implique qu'on creuse à l'intérieur des convictions individuelles et l'État a absolument pas sa place pour sonder mon cœur et mes reins pour me demander si je porte ma barbe pour des motifs religieux ou uniquement esthétiques. Évidemment, vous l'aurez compris, parce que je suis magnifique, c'est esthétique. Mais donc, la grande question, et il faut garder en tête aussi qu'il y a une possibilité de discrimination croisée. De violation croisée qui implique le droit à l'égalité. Parce que nécessairement, si on parle de toute la littérature qui concerne la discrimination sur la base du patronyme, et donc le très très grand éventail de symboles religieux, de signes religieux qui peuvent être portés par des individus, bien, si moi je porte une barbe, il y a peut-être plus de chances que je me fasse demander si je porte ma barbe pour des motifs religieux, si je m'appelle Youssef, que si je m'appelle Louis-Philippe, par exemple. Alors il y a tous ces enjeux-là qui sont liés à la question de l'uniforme et qui n'existe pas dans le contexte où ce dont il est question, c'est de l'imposition d'un uniforme pour exercer ses fonctions. Parce que là, la situation se renverse en fait. Parce que ce sont les individus, les agents de l'État, par exemple les policiers, qui vont devoir demander une exemption si tant est qu'ils souhaitent en obtenir une, et donc vont devoir faire valoir la sérieuseté, merci, de leurs arguments, et donc le fait que c'est pour des motifs religieux qu'ils souhaiteraient obtenir une dérogation au port de l'uniforme en général. Alors déjà, ça c'est une autre condition qui me semble incontournable pour assurer la possibilité de compatibilité d'un projet de loi qui inclurait Bouchard-Taylor dans le droit québécois. Dernier critère, il doit nécessairement y avoir un avant et un après. Et ça prend deux formes, en fait. Première chose, l'idée même de la règle de droit fait en sorte qu'il est absolument illégitime et voire même illégal de congédier des individus qui font bien leur travail alors qu'ils portent des symboles religieux dans l'état actuel des choses. Alors, la légalité, la constitutionnalité, la légitimité d'un projet de loi qui inclut Bouchard-Taylor passe nécessairement par, à mon sens, l'inclusion d'une clause grand-père, en fait. C'est-à-dire que là, on change la règle. C'est un changement majeur à l'état actuel du droit. Si tant est qu'on veut le faire passer de manière légitime et inclusive, il faut absolument qu'on reconnaisse le droit de celles et ceux qui occupent déjà ces fonctions-là de conserver ces fonctions-là. Alors, la clause grand-père, pour moi, c'est un incontournable. Le deuxième élément, pour régler une fois pour toutes la question de ce qui est patrimonial et de ce qui ne l'est pas, mais il faut faire à peu près le même exercice qui avait été fait en France en 1905 avec la loi sur la séparation des églises et de l'État, puis la trancher la question une fois pour toutes. À partir du moment où on veut faire passer le modèle interculturel à la québécoise qui inclurait peut-être le crucifix à l'Assemblée nationale, même si ça m'apparaît très difficile à justifier, ou d'autres signes religieux comme la croix du Mont-Royal, bien faisons-le le catalogue collectivement en disant qu'est-ce qui en fait partie du patrimoine qui a sa place dans l'espace public et engageons-nous collectivement à ne plus en ajouter d'autres dans les prochaines constructions ou que sais-je encore. C'est le choix qui a été fait en 1905 en France. Alors, ces trois conditions-là sont fondamentales pour qu'un projet de loi
inclut le compromis Bouchard-Taylor, si tant est que ces trois conditions-là sont respectées, et évidemment que la proposition est menée avec un infini doigté qui est nécessaire pour un projet qui touche un enjeu aussi sensible et qui nous déchire depuis maintenant plus de 10 ans, à mon sens, il y a des chances qu'un projet de loi comme celui-là puisse être porteur, voire même rassembleur, et peut-être puisse permettre de fermer le débat au Québec. Alors, je vous remercie de votre attention.